Et comme d'habitude, je vais passer quelques informations. Déjà, le calendrier, je vous laisse regarder ce qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette fin de saison. Vous voyez, bon, je le redis à chaque fois, mais il y a, pour les jeunes et les moins jeunes, il y a l'expo sur Mars, on va aller à la découverte qui est pas mal. Je suis jusqu'à fin août. Et il y a le séminaire de 100 ans de révolution quantique à l'Académie des sciences. Vous vous êtes déjà inscrits, il y en a qui sont inscrits. Oui, ça devrait être intéressant. Alors, un sujet aussi intéressant au niveau de la méthodologie. Vous savez que quand on envoie des sondes sur Mars ou celles qu'on va envoyer sur Europe ou ailleurs, le problème c'est d'essayer de ne pas les contaminer. Et c'est un sujet très important parce qu'on n'est pas certain d'y arriver. Et c'est pour ça qu'on n'envoie pas d'ailleurs les sondes dans des endroits très critiques où on pense qu'il pourrait y avoir de la vie parce que il ne faudrait pas que ça soit la vie apportée par nous. Donc c'est Michel Bizot du CNES qui va vous parler de ça au Café du Pont-Neuf dans les mardis de l'espace, si ça vous intéresse. Pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, c'est le samedi 28 mai. Nous avons le plaisir de recevoir Luc Blanchet, qui va nous parler, bien entendu, de son sujet favori, des ondes gravitationnelles et surtout des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Alors, on n'a pas encore bien résolu le problème de place. On est en train, on a déjà une petite amélioration en vue, mais comme c'est le 28 mai, proche des vacances, il y aura peut-être un peu moins de monde. Hein, je compte là-dessus. Sinon, tant pis pour vous. Sinon, vous voyez des conférences de l'IAP. Alors, la prochaine conférence de la SAF, eh bien, c'est le 8 juin. C'est M. Étienne Paria, ceux qui étaient à Meudon lundi. Il y en a qui ont vu le transit de Mercure lundi. Oh, quand même. Vous avez vu quelque chose ou vous avez regardé la télé? D'accord. Bon, n'insistons pas. Eh bien, disons, M. Paria, Étienne Paria, qui était à Meudon, qui nous a parlé du soleil, etc., c'est lui qui sera là à la prochaine conférence de la SAF pour clore la saison et qui nous parlera donc de sa spécialité, le soleil, et la mission sur laquelle il travaille, la mission Solar Orbiter. Vous pouvez vous inscrire, comme toujours, à partir de demain. Mais demain, je le répète à chaque fois, c'est pas minuit, c'est quand je me réveille demain matin. Voilà. Bon, sinon, vous voyez ce qui se passe. Hein. Alors, vous remarquez donc qu'on aura une pause estivale, que donc André Braic, j'ai eu il n'y a pas longtemps, nous fera vraiment le plaisir d'être là le 14 septembre pour l'ouverture de la nouvelle saison. Alors là, exceptionnellement, j'ai été obligé de mettre une heure à laquelle je vais commencer les inscriptions. Je commencerai les inscriptions le 15 août à partir de 10h00. Je me doute qu'à 11h, ça sera plein. Alors je mettrai aussi une liste d'attente, puis on verra. Voilà. Sinon, vous voyez la suite du programme. Ça va être très intéressant. Donc, on compte sur vous pour participer. Alors, n'oubliez pas l'Assemblée Générale de la SAF le 20 mai. Ceux qui ont des pouvoirs peuvent les déposer sur le bureau, je les mettrai directement à la poubelle. Et je les mettrai directement là où il faut. Et la prochaine journée des commissions, le 21. Alors, en introduction à la conférence de ce soir, je vous ai préparé un petit papier, comme c'est un sujet complexe. Alors, j'espère que j'ai été assez complet, mais peut-être pas. Au moins, ça vous donne un aperçu pour ceux qui ne sont pas dans le bain. En tout cas, je vous conseille absolument le livre de Carlo Rovelli, notre conférencier
Elle travaille avec Carlo et fait partie de la même équipe, qui s'appelle Par-delà le visible. Le livre est là. Je le surveille comme la prunelle de mes yeux. Vous ne partez pas avec. Vous pouvez le consulter. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Alejandro Pérez, qui nous vient de la belle ville de Marseille, où il a fait mauvais aussi lundi, et donc de l'équipe de gravité quantique, et il nous parle des trous noirs en gravitation quantique. Eh bien, je vous souhaite une bonne conférence, et ne partez pas avant la fin, j'ai les noms. Voilà, bonne soirée. Merci, bonsoir à tous, et ça va prendre une petite minute de changer d'ordinateur. Ça, c'est des joies de l'informatique. Là, il y a quelque chose, non, c'est pas ça. Oui, il y a ça, mais ça, c'est la présentation, c'est moi le présentateur. C'est plus complexe que la gravitation quantique à bout. Bon, merci d'être venu. Dans cette conférence... Est-ce que vous entendez bien là-haut? Dans cette conférence, je vais parler de trous noirs. Une grande partie de la présentation sera classique. On va voir comment le trou noir nous permet, la physique des trous noirs, la relativité générale, nous permet d'entrevoir cette nouvelle physique qui se passe. Vous pouvez mettre la main devant le truc du projecteur. Ah oui, encore une main, s'il vous plaît. Non, une main pour couper les... Voilà. Merci. Bon. Oui, voilà, vous êtes bien content de voir les photos. Alors, donc on va parler dans une première partie des trous noirs classiques. On verra comment la physique des trous noirs, la relativité générale, nous permet d'entrevoir, de deviner une nouvelle physique qui a à voir avec une échelle qu'on pourrait appeler infiniment petite. Bon, c'est pas infiniment petite, c'est une échelle de Planck. On va arriver à comprendre comment certaines choses, certaines propriétés de cette physique à cette petite échelle, qui sont à la base de certaines approches à la gravitation quantique. Donc, cette nouvelle physique qu'on appelle la gravitation quantique. Et en particulier, vers la fin, je vais décrire certaines propriétés de l'approche dans laquelle je travaille, qui est la gravitation quantique à boucle. Voilà, donc on commence par... on verra que la physique des trous noirs elle est essentielle pour nous guider, pour nous transporter jusqu'à cette échelle, pour savoir qu'il nous faut une nouvelle théorie. Donc on commence par l'étude de ces objets, les trous noirs. Ce sont des solutions des équations d'Einstein qui étaient découvertes presque en même temps que les équations d'Einstein. Schwarzschild a découvert la première solution, le trou noir le plus simple, un trou noir stationnaire strictement symétrique.
en 1915, la même année que la publication des équations d'Einstein par Einstein, il y a 100 ans. Donc ces objets ont resté théoriques pendant longtemps, mais aujourd'hui il y a une énorme évidence observationnelle qui nous dit que ces objets existent vraiment dans l'univers observable. On a plein de candidats, plein de trous noirs de différentes tailles qui sont observés dans notre univers visible. Bon, comme vous le savez, on va voir tout à l'heure, un trou noir ne peut pas être observé de façon directe, mais on détecte leur présence par des effets indirects. Par exemple, on croit aujourd'hui dans les modèles de formation des galaxies que toutes les grandes galaxies, la plupart des galaxies contiennent un trou noir supermassif au centre. Supermassif veut dire de l'ordre de millions de masses solaires. Et dans les galaxies jeunes, les galaxies dans lesquelles ces trous noirs se trouvent au centre, et pour les galaxies qui viennent de se former, disons, les galaxies en cours de formation, il y a beaucoup de gaz près de ces trous noirs, de ce centre de la galaxie, et ces gaz alimentent le trou noir, et un des effets secondaires dus à la présence du gaz et du trou noir au centre, c'est la présence de ces glandes, de ces jets de matière incroyablement longs. Donc, ces jets peuvent avoir une longueur de l'ordre de 3 millions d'années-lumière. On appelle ces galaxies des galaxies actives. On croit que toutes les galaxies, ou la plupart des galaxies, ont passé par une phase active où il y a ces jets. Une fois que les galaxies vieillissent, le gaz qui se trouve près du centre disparaît, il est absorbé par ces trous noirs et ce phénomène disparaît. Donc, on verra plus tard, juste après, que notre propre galaxie elle a probablement passé par une phase similaire, mais aujourd'hui, le trou noir, il reste là, il absorbe certaines de choses, on verra, mais le phénomène de jet a disparu. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Ici, cet exemple est particulièrement beau. On voit deux galaxies actives qui tournent l'une autour de l'autre. On sait que le gaz qui est projeté dans ces jets, il se déplace à des vitesses à des vitesses qui sont relativistes, des vitesses pas très éloignées de la vitesse de la lumière. Donc ici, vous voyez les deux jets qui s'entremêlent. Ce qui montre ces deux galaxies, ce qui donne une idée intuitive, une idée graphique de la grande vitesse orbitale de ce système de galaxies. Parce que les jets, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, pas loin de la vitesse de la lumière. Vous voyez ici que les flux qui sont entremêlés nous indiquent la grande vitesse orbitale de ce système. Donc éventuellement, ces deux trous noirs, un jour, pourront former un seul et émettre peut-être une grande partie de leur énergie sous forme de relations gravitationnelles. On arrivera à ça bientôt. Dans notre propre galaxie, dans le centre de la galaxie, il y a aussi de fortes évidences de la présence d'un trou noir supermassif avec une masse de l'ordre de 4 millions de masses solaires. Ici, vous voyez, donc on détecte sa présence par le fait par l'observation des étoiles qui se trouvent près du centre. Il y a un certain nombre d'étoiles, là, vous voyez. On peut reconstruire les orbites. Donc ça, c'est la position des étoiles une année après l'autre, pendant une dizaine d'années. On peut reconstruire les orbites pour conclure que ces étoiles tournent toutes avec des orbites elliptiques autour d'un foyer commun qui reste presque invisible dans la radiation optique en tout cas. À partir de ces orbites, on peut calculer la masse de cet objet pour arriver à la conclusion qu'il a une masse de l'ordre de 4 millions de masses solaires. Si on observe le foyer, le point autour duquel ces étoiles orbitent, dans la radiation, dans le rayonnement radio, on s'aperçoit qu'il y a cette petite source de radiation. Je pense que je vais changer. Cette source de radiation radio qui nous permet d'estimer la taille de ce trou noir. Évidemment, là, on ne voit pas le trou noir, on voit juste son atmosphère. Il reste toujours un petit peu de gaz qui continue à tomber à l'intérieur de ce trou noir et qui est chauffé avant de
traverser l'horizon de l'événement, et par conséquent, il émet de la radiation qu'on détecte ici sur Terre sous forme de radiation radio. C'est comme ça qu'on peut estimer sa taille. On connaît sa masse à partir des orbites des étoiles, et tous les modèles théoriques nous indiquent que la seule possibilité, c'est que ce soit un trou noir. Il est trop petit pour être un autre objet, une étoile. Ici, vous voyez la même chose. C'est juste une animation qui met ces étoiles qu'on a vues tout à l'heure au mouvement. Vous les voyez. Merci. Vous voyez les étoiles se déplacer autour de ces foyers communs. À partir de ces données, on estime la masse de cet objet compact, de ce trou noir qui se trouve au centre de notre propre galaxie. Et ça, c'est une image assez spectaculaire aussi. Il y a 2-3 ans, on a détecté, en fait, aujourd'hui, on détecte ce genre de phénomène assez souvent, quelques fois par mois. Donc, on regarde, ça c'est encore une image radio de l'atmosphère, de ce nuage de gaz autour du trou noir. On a détecté ce qu'on appelle un flare. Donc, c'est un événement où quelque chose est absorbé par le trou noir. C'est quelque chose, avant de traverser l'horizon du trou noir, est chauffé et émet, est détruit, est chauffé, émet de la radiation. Et là, on peut observer cet événement, cette série de photos. On voit, comme je disais, des événements similaires quelques fois par mois aujourd'hui, et on est en train de construire un télescope qui est basé sur un certain système d'antennes de radio sur Terre qui aura une résolution beaucoup plus importante. On pourra avoir beaucoup plus de détails sur ce qui se passe tout près de l'horizon de ces trous noirs. Je pense qu'il y aura des nouvelles bientôt, dans les années à venir, sur la physique de ces trous noirs dans le centre de notre galaxie. Et peut-être l'évidence la plus spectaculaire, la plus récente aussi, c'est la détection des ondes gravitationnelles. J'imagine que vous en avez entendu parler. Donc ici vous voyez les deux interféromètres de LIGO aux États-Unis qui ont détecté un événement l'année dernière, en septembre de l'année dernière, la collision de deux trous noirs. Bon, qui selon les calculs, correspond à la collision de deux trous noirs de masse de l'ordre de 30 masses solaires à une distance de l'ordre de 1,3 milliard d'années-lumière. Donc celle-là, c'est une animation qui était faite, donc c'est une simulation numérique qui représente la collision de ces deux trous noirs. Donc c'est fait avec des vrais calculs, ça reflète la vraie physique de la relativité générale. Vous voyez ces deux trous noirs orbités autour de l'un de l'autre. On a ralenti les temps de l'ordre de 100 fois. Donc les deux trous noirs forment un seul trou noir à la fin. Et il devient rapidement expériment symétrique, ou presque expériment symétrique. On va parler de ça. Parce que ça, c'est une caractéristique importante pour la suite de notre discussion. Donc ici, on a mis ces deux trous noirs sur un background qui représente les étoiles de la galaxie, de la Voie lactée. Donc le background, il est artificiel, mais la taille de ces trous noirs et les ondes gravitationnelles qui s'en dégagent sont calculées avec les vraies équations d'Einstein. Bon, voilà, donc là on a fini avec les jolies images, et maintenant on va faire un peu de physique. Donc il y a presque pas d'équation dans ma présentation, mais ma présentation nécessite quand même de votre attention, parce qu'il y a tout un argument qu'on va suivre jusqu'à la fin, et si vous venez avec moi vers la fin, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles on doit à certaines caractéristiques de la gravitation quantique. Donc déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un trou noir.
Donc on peut donner une idée intuitive d'un trou noir d'un point de vue newtonien. Si on rajoute à l'intuition newtonienne l'idée de la relativité restreinte, que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Ça, c'est une loi fondamentale de la physique moderne. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc, en gravitation newtonienne, on peut, par exemple, décrire la force gravitationnelle d'un objet compact en termes de ce qu'on appelle la vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est la vitesse que je dois donner à l'objet pour qu'il soit capable d'échapper au champ gravitationnel d'un objet compact. Par exemple, si je jette une pierre à cette vitesse de la surface de la Lune, elle pourra échapper au champ gravitationnel de la Lune et partir vers l'infini. Pour faire la même chose à partir de la Terre, il me faut une vitesse beaucoup plus importante, parce que la Terre est beaucoup plus massive, le champ gravitationnel de la Terre est plus important, pour le Soleil encore plus importante. Ici, vous voyez la formule qui n'est pas vraiment très importante, qui nous donne la vitesse de libération en fonction de la masse et la taille de l'étoile en physique newtonienne. Donc vous voyez déjà que si je fixe la taille de l'étoile et je rajoute de plus en plus de matière, je peux imaginer une situation théorique dans laquelle la vitesse de libération augmente sans limite. Donc quand cette vitesse de libération arrive à la valeur de la vitesse de la lumière, je vois déjà, de ce point de vue intuitif, que je ne pourrai plus échapper à la force gravitationnelle de cet objet sans violer la relativité restreinte. Donc déjà, en physique newtonienne, on peut comprendre l'idée d'un trou noir comme un objet suffisamment massif pour que sa force gravitationnelle soit telle que rien ne puisse échapper, parce que pour échapper, il faudrait se déplacer plus vite que la lumière, ce qui est interdit par la relativité restreinte. Et ça, c'est une idée assez correcte, intuitive, d'un trou noir, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le contexte de la physique newtonienne. Par contre, on verra qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin si on réfléchit en termes des concepts de la relativité générale. Donc, qu'est-ce qu'un trou noir en relativité générale? Bon, on verra qu'un trou noir correspond au résultat final de déformement gravitationnel. Et c'est une prédiction de la relativité restreinte, c'est de la physique qui a déjà la relativité générale, qui était introduite par Einstein en 1915. Donc la relativité générale, c'est une théorie qui décrit la physique de la gravitation en termes de la géométrie de l'espace et le temps. Donc pour comprendre la relativité générale, pour comprendre les concepts en relativité générale, il faut représenter la physique en termes d'espace et de temps. Donc il faut représenter tous les phénomènes habituels en rajoutant du temps à notre représentation. Donc par exemple, ici vous voyez une pierre qui tombe dans un lac et qui forme des vagues circulaires qui s'éloignent d'un centre. Donc en relativité, on va regarder ces processus dans un schéma qui contient aussi une dimension additionnelle. Donc notre représentation va contenir aussi la dimension de temps. Donc cette pierre qui tombe dans le lac, dans un diagramme d'espace-temps, va correspondre à une série infinie d'images superposées à différentes valeurs de temps. Donc pour extraire une caractéristique en particulier, il y a plein de choses qui se passent là, mais une caractéristique en particulier de ces processus-là, c'est que ces vagues sphériques ou circulaires se déplacent à une vitesse constante, donc dans l'espace-temps, ils vont décrire quelque chose qui ressemble à un point. Je parle de ça parce que une notion qui est essentielle pour comprendre la relativité générale et la relativité restreinte aussi, c'est la notion du point de lumière. Le point de lumière, c'est rien d'autre que ce qu'on vient de voir pour la pierre qui tombe dans le lac, mais maintenant avec la lumière. Imaginez, à un certain instant, dans un certain lieu de l'espace, j'allume une bougie et il y a une onde sphérique de lumière qui s'éloigne de ce point, à la vitesse de la lumière. Donc ici, vous voyez le film. Bon,
pas encore. Donc on va dire qu'on allume là la bougie et la lumière s'éloigne sous forme de onde sphérique. Bon, on a supprimé une dimension. Dans l'espace-temps, ça décrit un quantum. Okay. Ça, c'est une notion abstraite qu'on peut, pas forcément abstraite, parce qu'on peut aussi, comme je viens de le dire, allumer une bougie, parler de quelque chose de bien concret, mais imaginez maintenant qu'à chaque endroit, à chaque instant de l'espace-temps, j'ai cette notion de quantum lumière, que je peux reconstruire de façon pratique, comme on vient de le dire, mais c'est un outil très important. Pourquoi c'est un outil important? C'est parce qu'en relativité restreinte, on a dit, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, ces points de lumière définit pour nous qui nous trouvons ici, à cet endroit, à cet instant, l'ensemble des possibilités pour notre avenir. Donc, si on se trouve là, à cet instant, à cet endroit, la relativité restreinte me dit que les seules possibilités pour mon futur, dans le futur, je peux que évoluer, mais à l'intérieur du point de lumière. Donc, l'ensemble d'événements dans l'espace-temps qui sont accessibles à moi, si je me trouve là, sont l'ensemble d'événements, l'ensemble de points qui se trouvent à l'intérieur de ces points de lumière. Parce que je ne peux pas aller plus vite que la lumière. Alors, je ne peux pas passer de là à là, parce que si je me trouvais là après d'être là, j'aurais dû me déplacer plus rapidement que la lumière, et celle-là est interdite. Donc, le point de lumière contient d'une façon graphique la loi fondamentale de la relativité restreinte. Il y a aussi le point de lumière passé. Le point de lumière passé, c'est l'ensemble d'événements, l'ensemble de points dans l'espace-temps qui peuvent influencer ce qui se passe ici et maintenant. Quelque chose qui s'est passé ici ne peut pas m'influencer à ce moment-là, parce que pour le faire, il aurait l'influence aurait dû se déplacer plus vite que la lumière. Okay? Donc, le point de lumière, il est très important, il définit le passé, le point de lumière passé et le futur pour chaque événement. On appelle ça la causalité. Le point de lumière définit ce qui est possible, ce qui est causalement possible pour quelqu'un qui se trouve à cet endroit-là. Alors, la lumière, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose qui était envisagé de façon complètement théorique par Einstein dans la construction de la relativité générale, mais aujourd'hui c'est un fait observationnel. La lumière, elle est affectée par le champ gravitationnel. Non seulement c'est un fait observationnel, sinon c'est un fait technologiquement important. Pour que le GPS fonctionne, on doit tenir compte de ce champ d'effet. Donc par exemple, ici vous voyez un objet, une source gravitationnelle, nous sur Terre, on regarde une source lumineuse, une étoile, et donc si cette étoile se trouve derrière cette source gravitationnelle, la lumière sera déviée par la présence de l'étoile, et on aura l'impression, on verra une image, on aura une localisation apparente de l'image à un endroit différent. Si cette source est juste sur l'axe de symétrie, on verra un nombre infini d'images tout autour d'un cercle qui s'appelle l'anneau d'Einstein. Voilà, là vous voyez une photo qui montre l'image d'une galaxie qui se trouve presque alignée avec la source gravitationnelle, c'est notre galaxie ici. Et donc on voit presque la totalité de l'anneau d'Einstein. Ça c'est l'image d'une galaxie qui se trouve derrière la source gravitationnelle. Donc, la lumière est affectée par le champ gravitationnel, et ça c'est un fait observationnel, un fait empirique. On peut le dire aujourd'hui, pas à l'époque d'Einstein. Mais donc, aujourd'hui, je vous demande d'accepter le fait que la lumière est affectée par le champ gravitationnel, et donc le point de lumière, il doit aussi être affecté par la présence d'un objet gravitationnel. Bon, ici vous voyez un schéma qui représente une étoile dans le temps. Donc le temps va vers le haut, cette étoile va s'effondrer pour former un trou noir. On va voir comment ça peut arriver. Mais bon, vous voyez, ça c'est l'étoile aujourd'hui, un peu plus tard, l'étoile, elle devient un peu plus petite. Donc c'est une étoile qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Donc on peut imaginer, ça arrive souvent dans
l'univers visible. Les étoiles, elles sont en équilibre pendant le temps qu'elles ont de combustible nucléaire à brûler. Et donc il y a un équilibre entre la force gravitationnelle qui essaye d'effondrer la matière dans le centre et la réaction thermonucléaire à l'intérieur qui essaye de maintenir l'équilibre. Un jour, le combustible nucléaire il est plus suffisant, il n'y a plus suffisamment de réaction thermonucléaire à l'intérieur, l'étoile va s'effondrer sur elle-même et souvent elle va trouver une nouvelle situation d'équilibre dans laquelle d'autres phénomènes vont équilibrer la force gravitationnelle. Mais si l'étoile est suffisamment grande, ces nouveaux états d'équilibre peuvent ne pas exister. Et donc ici, je représente cette situation théorique. Donc on va voir comment on arrive à ça. Ici, vous voyez un photon qui part de l'étoile à un certain moment. Il a un peu du mal à partir au début parce qu'il se trouve près de l'étoile, dans la région du champ gravitationnel important. Mais dès qu'il commence à s'éloigner, il se déplace de plus en plus facilement dans l'espace-temps. Si je regarde un autre photon qui part un peu plus tard, l'étoile est encore plus compacte, elle s'est contractée, elle a la même masse, mais elle est plus compacte, la force gravitationnelle est plus importante. Le deuxième photon, il a du mal à partir, plus du mal que celui d'avant, donc il reste plus de temps dans les alentours de cette étoile. Mais finalement, il part. Le troisième photon, c'est un photon qui part de l'étoile vers l'extérieur à un moment où l'étoile est tellement massive qu'il n'arrive pas à sortir. Donc on parle de cette situation qu'on avait décrite un peu de façon intuitive avec la physique newtonienne. Évidemment, un photon qui part encore plus tard, l'étoile est encore plus petite, il ne pourra pas partir. Maintenant, on regarde les photons bleus. Les photons bleus, ce sont des photons imaginaires que l'on voit de l'extérieur directement vers le centre de l'étoile. Évidemment, ils vont tous tomber vers le centre. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi on a parlé de tous ces photons-là? C'est parce qu'avec ces photons-là, on peut construire des cônes de lumière à chaque endroit de l'espace-temps. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a cette région, la région grise, pour laquelle les cônes de lumière, il est complètement penché vers l'intérieur. Bon, déjà ici, vous voyez, la présence de l'objet gravitationnel va faire en sorte que les cônes de lumière ne seront plus orientés partout de la même façon. Donc, la différence des cônes de lumière dans les différents endroits de l'espace-temps, elle codifie de façon graphique cette géométrie de l'espace-temps qui n'est pas triviale, qui n'est pas plate. Donc on n'a pas à utiliser des mathématiques plus sophistiquées, la figure elle contient de la vraie information physique. Donc c'est des cônes de lumière qui n'est pas les mêmes partout. La présence de l'étoile fait pencher les cônes de lumière vers l'intérieur. Si l'étoile est suffisamment massive, on peut arriver à une situation dans laquelle les cônes de lumière, donc il y a ces rayons, il y a cet endroit, cette surface ici, pour lesquels les cônes de lumière pointent tous vers l'intérieur de cette surface. Donc si je me trouve à la frontière de cette région-là, la relativité restreinte me dit que je ne peux que évoluer vers l'intérieur du cône de lumière futur, et donc cette situation me dit que la seule chose que je peux faire, en respectant le fait que rien ne peut être plus vite que la lumière, c'est de tomber davantage vers le centre. Et cela est vrai pour un observateur, mais est aussi vrai pour les éléments des matières qui forment l'étoile. Donc c'est comme ça qu'il arrive à une conclusion beaucoup plus puissante avec le langage général. Non seulement on peut créer une situation dans laquelle une région comme celle-là apparaît et rien ne peut échapper de cette région, parce que pour échapper, il faudrait se déplacer plus vite que la lumière, mais aussi, on conclut aussi que les éléments qui forment l'étoile ne peuvent que aussi suivre la loi de la relativité restreinte et tomber davantage, en fait. Et donc l'effondrement devient inéluctable et il n'y a aucune force dans la nature qui peut arrêter le processus. Une fois qu'on est arrivé à cette situation-là, la matière s'effondre. La matière de l'étoile est compressée sans limite
avant d'arriver à ce point qui est un point mathématique dans, le sens, dans la relativité générale. La théorie prédit que toute la matière de l'étoile va se concentrer dans un point de densité infinie où toute la physique telle qu'on la connaît ne marche plus. Ces points-là, on l'appelle la singularité. Évidemment, rien n'est infini dans l'univers, et donc on s'attend à que près de cette singularité, avant que toute la matière de l'étoile soit concentrée dans un point, une nouvelle physique apparaisse. On s'attend à qu'il y ait une nouvelle physique qui nous permet de comprendre ce qui se passe tout près de cette singularité en termes de quantités qui sont complètement finies. Cette nouvelle physique, on l'appelle la gravitation quantique, et c'est une physique qui se passe à l'échelle, on verra, l'échelle de Planck, mais je peux vous déjà présenter l'échelle de Planck un peu plus tard, avec un argument un peu plus constructif. Donc l'échelle de Planck, c'est juste une combinaison des constantes fondamentales associées à la gravitation, la constante de Newton, à la relativité restante, la vitesse de la lumière, et à la mécanique quantique, h bar, la constante de Planck. Cette échelle, elle est tellement petite que si j'avais une loupe pour magnifier cette échelle jusqu'à une échelle humaine d'un mètre, avec la même loupe, un proton aurait la taille de la Voie lactée. Donc on va, pourquoi cette échelle? Ce n'est pas clair encore, mais on va continuer notre discussion des propriétés des trous noirs, on arrivera à cette échelle à partir des arguments physiques. Bon, en physique on dit, il y a un théorème très célèbre des trous noirs qui était démontré par Stephen Hawking et d'autres chercheurs, et en particulier Stephen Hawking. C'était un groupe c'est un ensemble de résultats qui est devenu célèbre et s'appelle The No Hair Theorem. Donc les trous noirs n'ont pas de cheveux. Et cela veut dire quelque chose de très simple, mais quelque chose qui est caractéristique de la physique des trous noirs et qui est assez étonnante. C'est la première chose qui me fait penser à une analogie avec des processus thermodynamiques. On va parler de thermodynamique dans un instant. Donc, peu importe avec quoi on forme un trou noir, le résultat final, dans les cas idéalisés où il n'y a rien d'autre dans l'univers, donc une fois que le trou noir a fini d'absorber tout ce qui se trouve autour de lui, le trou noir, il devient très très simple. Il est décrit que par deux quantités. Leur masse, sa masse, et sa quantité de moments angulaires. La quantité de rotation qu'il contient. Donc un trou noir peut être en rotation, et il a une certaine masse. C'est les seules deux quantités qui décrivent un trou noir stationnaire, un trou noir qui se trouve tout seul et qui n'est pas perturbé. Peu importe si on a formé ce trou noir avec, par exemple, la collision de deux trous noirs, évidemment cette situation elle est beaucoup plus complexe. Ici, il y a plus que la masse et le moment angulaire de chacun, il y a aussi toute la complexité de la géométrie et la matière qui se trouve autour. Mais le résultat final, il est décrit que par le poids de ce trou noir et combien il tourne. C'est tout. On aurait pu aussi former le même trou noir à partir de, je ne sais pas, beaucoup de poubelles, avec des vieux frigidaires, des téléviseurs. Le résultat final serait décrit que par ces deux chiffres, seulement. Donc un trou noir efface toute l'information qui a à voir avec ce qu'il a formé. Donc ça c'est le théorème, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les trous noirs sont chauds. Donc il n'y a pas de cheveux. Donc on ne peut pas différencier deux trous noirs par leurs cheveux. Et celle-là, c'est une propriété qu'on connaît déjà en physique. En physique, dans une physique beaucoup plus standard, qui s'appelle la thermodynamique. Si je prends une boîte et je mets des molécules dans une boîte, dans un état très spécial, je mets toutes les molécules dans un coin, par exemple, et je les lâche,
si j'attends suffisamment longtemps, les molécules vont occuper tout le volume du gaz et le résultat final, l'état final, d'un point de vue d'une échelle qui néglige l'échelle microscopique où se trouvent les molécules, il est complètement décrit par un nombre fini de paramètres, juste quelques paramètres. Dans ces cas-là, juste les volumes et l'énergie du gaz. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu depuis l'invention de la thermodynamique, qui est une théorie physique très appliquée, qui était essentiellement développée avec la révolution industrielle. C'est la physique dont on a besoin pour faire marcher des machines à vapeur, des moteurs, des frigidaires, etc. Mais c'est de la vieille physique. Donc, les détails microscopiques des molécules de gaz ne sont pas importants quand je décris la thermodynamique. Juste le volume et l'énergie est importante. Et ça, c'est la première analogie entre la physique du trou noir et la thermodynamique. Ça peut sembler un peu artificiel, mais vous allez voir que cette analogie devient de plus en plus stricte, et ça va nous guider aussi dans la construction de la théorie quantique. Quand on observe la théorie thermodynamique des gaz, on peut aller un peu plus loin, et on observe quelque chose d'assez particulier. Si on prend un objet qui n'est pas un gaz, donc dans un système où les degrés de liberté microscopiques ne sont pas vraiment importants, par exemple, si je prends cet objet-là et je fais un certain travail, donc je fais une force et je le déplace dans le champ gravitationnel de la Terre, ce que je viens de faire là, c'est un travail, j'exerce une force fois une certaine distance, je dépense une certaine énergie, et la conservation d'énergie me dit que tout ce travail que je fais, toute cette énergie que j'ai dépensée, elle est accumulée, elle ne se perd pas, elle est accumulée sous forme d'énergie potentielle de cet objet. En particulier, si je le relâche, il va tomber et il va dégager la même quantité d'énergie que je mis à le mettre là-haut. Ça, c'est la conservation d'énergie dans un cas de mécanique standard. Par contre, quand on travaille avec des gaz, donc un gaz qui est fait de plein de molécules qui a des degrés de liberté microscopique qui ne sont pas accessibles à l'expérimentateur, la conservation de l'énergie, elle prend une forme plus complexe. En fait, si je fais un travail, delta W, c'est pas important, ça représente la quantité de travail que je fais sur un gaz. Ici, par exemple, je peux pousser sur un piston pour comprimer un gaz et de cette façon faire un certain travail. La loi de la conservation d'énergie, quand on parle de gaz, et cette loi elle est essentielle pour faire marcher des machines à vapeur, par exemple, elle est différente, parce qu'elle me dit que la quantité de travail que j'ai dépensé n'est pas exactement égale à la quantité d'énergie. Il y a une autre partie. Il y a une autre partie qui représente la chaleur, et cette quantité, c'est l'énergie qui est passée dans les degrés de liberté moléculaire. Donc je fais un travail, je fais une force fois une distance dans un gaz, et une partie de l'énergie, elle est partie dans le mouvement chaotique des molécules du gaz. Et cette partie, elle n'est pas récupérable, elle fait partie du désordre moléculaire. Et cette partie, elle est décrite physiquement en termes de la température, T, fois les changements d'entropie. Donc c'est quoi l'entropie? L'entropie, c'est une mesure de ces désordres moléculaires. Donc cette loi de la thermodynamique, le fait que la loi de conservation de l'énergie soit modifiée par ce terme additionnel de chaleur, nous dit que quand je travaille avec un gaz, il y a quelque chose de plus fondamental, il y a à niveau microscopique d'autres degrés de liberté. Donc en faisant de la thermodynamique, en fait, on est en train de découvrir la nature atomistique ou moléculaire de la matière. Il y a une autre loi fondamentale de la thermodynamique qui nous dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Les désordres ne peuvent qu'augmenter. Quand on regarde les désordres total dans l'univers, dans tout l'univers, dans tous les systèmes. Et ça, c'est quelque chose de très intuitif. C'est la raison pour laquelle, si vous ne nettoyez pas votre appartement, il y a de la poussière partout.
Mais c'est quelque chose qui a à voir avec les degrés d'effet que le monde est fait des choses microscopiques. Parce que s'il n'y avait pas de la poussière, on n'aurait pas besoin de nettoyer l'appartement. C'est parce qu'il y a des choses toutes petites sur lesquelles on n'a pas un contrôle direct que le désordre augmente de façon spontanée. On ne peut pas contrôler la façon dans laquelle chaque molécule se déplace ou chaque particule de poussière bouge. Et c'est pour ça que l'appartement, si je ne le nettoie pas, il devient sale. Cette loi de la thermodynamique, il n'y a rien d'autre que ça. Mais elle nous parle encore une fois de la nature microscopique de la matière. Elle nous dit que la matière est faite d'atomes. Donc en faisant de la thermodynamique, je peux découvrir cette nature plus fondamentale de la matière. En particulier, au lieu de compresser un fluide, un gaz, on peut envisager aussi faire de la thermodynamique avec de la radiation. La radiation, c'est des ondes électromagnétiques, par exemple. C'est que vous avez dans un four de micro-ondes ou dans un four chaud. Et donc, on s'est aperçu que la thermodynamique, quand on essayait de faire la thermodynamique de la radiation, il y avait des problèmes. Ça ne marchait pas. Et c'est M. Planck, en 1905, qu'il a postulé l'hypothèse quantique que la lumière aussi était faite de particules. Et cette idée, en fait, a résolu les problèmes théoriques qu'il y avait avec la thermodynamique de la radiation. Mais non seulement ça, c'est l'idée des bases qui a donné lieu à la mécanique quantique. Donc l'idée que la radiation aussi est faite de particules, elle était nécessaire pour comprendre la thermodynamique de la radiation. Aussi, quand on étudie la conservation de l'énergie avec la radiation, on a cette carte de désordre. Et pour bien comprendre la thermodynamique de la radiation, il faut postuler que les photons, ils peuvent avoir que des paquets d'énergie. Il faut postuler l'idée des bases de la mécanique quantique. C'est la thermodynamique qui nous a permis de découvrir, qui a permis à Planck de découvrir la mécanique quantique. Donc, la puissance interne des chaleurs, interne de la forme température fois désordre, nous indique, nous parle, nous laisse entrevoir cette nature microscopique de la matière, le désordre microscopique. Soit pour des gaz, des ordres moléculaires, ou pour la radiation, les photons. Alors, je trouve que le trou noir aussi respecte des lois thermodynamiques. Et ça, c'est quelque chose qui était découvert à partir des équations d'Einstein dans les années 70 et qui a resté pendant quelques années un mystère, un grand mystère. Et juste une analogie avec la thermodynamique. Aujourd'hui, on sait que c'est plus qu'une analogie. En fait, les trous noirs se comportent comme des objets thermodynamiques. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, rappelez-vous qu'un trou noir isolé, où il n'y a plus rien à absorber, il est complètement décrit par sa masse et sa quantité de moment angulaire. Alors, je peux perturber un tel trou noir, je peux jeter quelque chose à l'intérieur de ce trou noir. En faisant ça, le trou noir, il va devenir dynamique, il va y avoir des ondes de gravitation qui partent, il va y avoir de la lumière qui est dégagée par la chaise qui est écrasée avant de traverser l'horizon, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure. Mais si j'attends suffisamment longtemps, le trou noir il va redevenir un trou noir stationnaire, et seulement que sa masse aura changé, parce qu'il a absorbé quelque chose, et éventuellement aussi sa quantité de moment angulaire. Parce que j'aurais pu jeter cette chaise en rotation, et donc je peux ralentir ou accélérer le mouvement de rotation de ce trou noir. Donc on passe d'un état initial avec une certaine masse, un certain moment angulaire, à un nouveau état avec une masse différente et un moment angulaire différent. Il se trouve qu'on peut calculer la quantité de travail qui représente l'effet de jeter cette chaise ou cet objet dans le trou noir et utiliser les équations d'Einstein pour calculer combien la masse a changé et combien le moment angulaire a changé. Et quand on fait ces calculs, on trouve une équation qui ressemble beaucoup à l'équation de la thermodynamique. Rappelez-vous qu'en relativité, quand on dit masse, c'est comme si on disait énergie. Masse, énergie, c'est la même chose pour relativité.
Donc le changement de l'énergie, le changement de la masse de ces trous noirs, il est directement lié à l'objet qui est la quantité, la vitesse angulaire oméga. Les détails ne sont pas importants, mais ce qui est important, c'est que ce terme-là, c'est un terme de travail. C'est le terme qui codifie la quantité de travail que je fais sur le système. Mais il y a un autre terme ici qui ne peut pas être expliqué en termes de travail, qui est assez bizarre, parce qu'il contient le changement de l'air de ce trou noir, de l'air de l'horizon de ce trou noir, fois cette quantité qui est inversement proportionnelle à la masse. Donc cette équation ressemble beaucoup à la première loi de la thermodynamique, dans le sens que la quantité de travail n'est pas directement égale au changement de l'énergie, il y a quelque chose de plus. Ce terme ressemble davantage au terme de chaleur, de la thermodynamique, parce qu'il y a aussi une autre loi qu'on peut démontrer avec les équations d'Einstein, c'est le célèbre théorème de l'air de Hawking, qui nous dit que l'air du trou noir ne peut qu'augmenter. Rappelez-vous qu'en thermodynamique, il y avait cette notion d'entropie qui ne peut qu'augmenter, le désordre ne peut qu'augmenter. Il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi pour la physique des trous noirs. Quand ces relations ont été découvertes... Excusez-moi, A c'est l'air du trou noir? Oui, A c'est l'air du trou noir. Quand ces relations ont été découvertes, Bekenstein, un physicien qui a décédé il n'y a pas longtemps, il a tout de suite dit les trous noirs ce sont des systèmes thermodynamiques et l'air du trou noir c'est l'entropie des trous noirs. Et tout de suite après, Hawking a dit cela c'est n'importe quoi parce que ce n'est pas possible. Il a tout de suite critiqué cette idée parce qu'il a dit ça ne peut pas être une entropie. Parce que si c'était une entropie, il devrait y avoir une température. Et les trous noirs, cette analyse des équations d'Einstein est faite dans le vide. Il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de température. Donc le système-là, il est techniquement à zéro absolu. Il n'y a pas de température, donc cette analogie avec la thermodynamique, ce n'est pas possible. C'est Hawking qui a dit ça. Mais très peu de temps après, donc voilà, dans cette slide, je me rappelle, donc en fait ces premiers termes, il nous fait commencer un terme thermodynamique, c'est ça qui a motivé Bekenstein à appeler l'air une entropie. Tout de suite après, bon, quelques mois plus tard, Hawking, il a découvert qu'il avait tort. Donc parce qu'il a montré en fait, mais non seulement c'est pas qu'il avait tort, parce qu'il a en fait trouvé quelle était la bonne façon de comprendre ce que Bekenstein avait tout simplement postulé. En fait, si on regarde, regarde les classiques de échapper d'un trou noir. Donc c'est vrai qu'un trou noir, il est dans le vide, un trou noir idéalisé comme celui-là, il est dans le vide, il n'y a rien autour. Par contre, en physique quantique, le vide, l'absence de matière, ce n'est pas quelque chose de complètement trivial. Donc il y a dans le vide ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. Ces fluctuations quantiques peuvent être vues comme des créations de paires de particules à un certain instant qui vont apparaître pendant un instant, ils vont se retrouver pour se détruire. Donc ces particules ne sont pas vraiment là, ce sont des fluctuations c'est comme des vibrations de ce vide que classiquement ne contient pas de matière. Par contre, quand il y a un trou noir, il y a une petite probabilité que de temps en temps, un paire soit généré juste là où se trouve l'horizon. Donc, une des particules du paire tombera dans la singularité et ne pourra plus se détruire avec l'antiparticule qui était créée en dehors de l'horizon. Et cette particule qui était créée en dehors de l'horizon a une probabilité de sortir et arriver s'éloigner du trou noir parce qu'il était créé en dehors de l'horizon, là où il est encore possible de partir, de s'éloigner du trou noir. Quand on fait un calcul quantique de fluctuation de vide, et c'est ça que Hawking a fait, on trouve que non seulement il y a des particules qui sont émises par le trou noir, mais il a trouvé que la façon dans laquelle ces particules arrivent à un observateur lointain
correspond à une radiation thermique avec une température qui est exactement inversement proportionnelle à la masse. Et là, il y a des constantes quand on fait les calculs. Donc, dans le slide d'avant, je n'ai pas mis des unités pour ne pas complexifier les équations, mais si on met les constantes fondamentales, donc cette température, elle fait rentrer les constantes de la relativité, la constante de Newton, la vitesse de la lumière, et évidemment, parce qu'on parle de fluctuation du vide, il y a des aspects quantiques, et donc des aspects quantiques de la matière, et donc h bar, la constante de Planck. Donc il découvre que, en fait, les trous noirs ont bien une température, et que cette température est inversement proportionnelle à la masse. Donc on voit bien que ce terme-là, il a exactement la forme prédit ou deviné par Bekenstein. C'est essentiellement un terme température, 1 sur masse, fois changement d'entropie, ou changement de l'air. Et donc c'est cela qui nous permet de découvrir que les trous noirs sont des objets thermodynamiques, ils ont bien une température. Quand je fais un travail sur ces trous noirs, quand je jette quelque chose à l'intérieur, la conservation de l'énergie contient un terme additionnel, des désordres microscopiques, et celle-là, ce désordre microscopique, il est codifié dans l'entropie du trou noir, qui est donnée par l'air. Quand on met toutes les unités, l'air divisé par 4 fois la longueur de Planck au carré, où la longueur de Planck apparaît dans ces calculs comme une combinaison des constantes fondamentales. G, H bar et C. Donc, donc maintenant, on peut mieux comprendre. Donc, c'est les comportements thermodynamiques de ces trous noirs qui nous permettent de deviner, d'entrevoir une structure plus fondamentale. Rappelez-vous que dans le cas du gaz, ce terme d'entropie nous permettait d'entrevoir les degrés de liberté microscopique dans un gaz, les molécules, ou les photons dans le cas de radiation. Donc la thermodynamique, et la première loi de la thermodynamique, la conservation d'énergie dans le contexte thermodynamique, nous permet d'entrevoir quelque chose qui a à voir avec les degrés de liberté fondamentaux. Cette loi pour les trous noirs nous implique qu'il doit y avoir des degrés de liberté à une échelle plus fondamentale qui sont responsables de ce désordre fondamental qui est capturé par cette expression de l'entropie du trou noir qui est donnée par l'air divisé par la longueur de Planck au carré, qu'on appelle aussi l'air de Planck. L'espace, il serait fait aussi comme la radiation est faite d'atomes de radiation, des photons. L'espace lui-même, l'espace qui définit cet horizon de ce trou noir, l'objet thermodynamique qui satisfait cette loi thermodynamique, devrait être fait aussi d'atomes d'espace à cette échelle plus fondamentale qu'une échelle de Planck. L'échelle de Planck qu'on a déjà introduite tout à l'heure, mais que maintenant on découvre directement par cet argument basé sur la physique du trou noir. Et bon, cette image-là, je voulais la montrer avant, mais elle aurait dû être aussi avant, aussi pour avoir une idée de comment c'est petit, l'échelle de Planck. J'utilise la même loupe là, qui me faisait voir un peu autant de la taille de la galaxie. Si je regarde un atome d'hydrogène, alors je le verrai d'une taille de l'ordre de la distance qui sépare la Terre de Andromède, qui est la galaxie la plus proche de chez nous, à 2,5 millions d'années-lumière. Donc, la thermodynamique de trou noir nous permet de deviner, d'entrevoir cette structure discrète, atomistique, à l'échelle des plans. Une des prédictions de la régulation quantique à boucle est cette structure discrète. Donc, la théorie prédit en détail les structures de l'espace à l'échelle des plans. Donc, si on regarde avec une
l'espace, il serait fait d'atomes d'espace. C'est eux qui sont responsables de ce désordre fondamental qui donne lieu au comportement thermodynamique du trou noir. Plus spécifiquement en gravitation quantique à boucle, cet espace il est fait par des excitations quantiques qui ont la forme de polymères. Ça ressemble à des polymères. Ce sont des liens, des graphes unidimensionnels dont les intersections qui s'intersectent. Ces intersections représentent des atomes d'espace. Ces intersections représentent des quanta de volume, représentent des morceaux d'espace. Le lien qui relie deux atomes d'espace contient des nombres quantiques qui représentent l'air partagé entre deux atomes d'espace. Et donc ça forme un réseau. Et ce réseau définit l'espace à l'échelle des plans. À cette échelle qui est infiniment petite par rapport à l'échelle humaine, et cet espace il devient l'espace continu de la relativité générale que quand on le regarde à basse énergie ou quand on fait de la physique de la relativité générale. De la même façon que la structure atomistique d'un gaz en thermodynamique n'est pas directement visible, mais la description d'un gaz en thermodynamique est basée sur des quantités continues. Par contre, l'effet microscopique de cette matière, il apparaît dans les équations, dans ces termes de désordre. Plus particulièrement, on peut étudier les trous noirs en gravitation quantique à boucle et on découvre que, même si c'est vrai que les trous noirs n'ont pas de cheveux à niveau classique, ils ont bien des cheveux quantiques. Donc, on avait vu que tous les trous noirs étaient le même en relativité générale. Ils perdaient toute mémoire de ce qu'ils avaient formé. Et l'analogie avec le gaz, on avait vu si donc, les détails du mouvement de chaque molécule n'est pas important quand je décris l'état thermodynamique d'un gaz. Par contre, si je vais à l'échelle fondamentale, alors tous les trous noirs ne sont pas les mêmes, ils diffèrent par les détails de ces explications quantiques qui les forment. Et si on prend en compte ces différents états d'un trou noir à niveau quantique, on peut calculer de façon précise le désordre d'entropie du trou noir pour trouver des résultats qui expliquent d'un point de vue fondamental ce qu'on a découvert avec les équations d'Einstein de la thermodynamique des trous noirs. Donc on peut calculer l'entropie du trou noir en gravitation quantique à boucle, on obtient les résultats attendus, les résultats prédits par l'analyse thermodynamique. Je ne suis pas loin de la fin. Donc il y a une dernière chose que je voulais vous raconter. Donc si les trous noirs s'évaporent, donc on a vu que les trous noirs sont des objets thermodynamiques, ils sont à une certaine température, ils émettent de la radiation à une température qui est inversement proportionnelle à la masse. Cette température elle est très petite pour un trou noir d'une masse importante. Un trou noir de la masse du Soleil, il y a une température de l'ordre de 10⁻8 Kelvin. Donc c'est très près de zéro absolu. Par contre, la température, comme elle est inversement proportionnelle à la masse, elle devient de plus en plus importante quand le trou noir devient plus petit. Donc l'histoire complète d'un trou noir, elle ressemble à ce diagramme-là. Il est formé, et si on attend suffisamment longtemps, très très longtemps, il va perdre de l'énergie sous radiation de Hawking, et petit à petit, il va rétrécir pour disparaître éventuellement complètement. Donc le trou noir s'évapore, ils ont une durée de vie finie, et donc ça pose une grande question. Parce que, et cette question, il y a à peu près 40 ans, c'est la question de l'information, la destruction de l'information par un trou noir. Donc le trou noir semble détruire l'information. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si je forme un trou noir, peu importe avec quoi je le fais, peu importe qu'est-ce que je jette à l'intérieur d'un trou noir, toute l'information qui a à voir
avec ce qui va former le trou noir disparaît. Seule la masse et le moment angulaire restent. Seules deux quantités. Parmi une infinité de quantités qui représentaient l'état initial. Et je récupère que de la radiation thermique. Alors la radiation thermique, elle est toujours la même. C'est juste de la radiation à une certaine température qui ne contient pas d'information. Donc, cette histoire d'un trou noir semble dire que le trou noir est une machine à détruire de l'information. Et dans toute la physique telle qu'on la connaît, l'information n'est jamais détruite. Et donc, ça a amené à des gens à postuler que peut-être, dans le contexte de la gravitation quantique, l'information peut être complètement détruite et par l'évaporation du trou noir. Donc, je peux jeter toute une bibliothèque à l'intérieur du trou noir, et je vais obtenir à la fin que la radiation thermique qui ne contient aucune information. Alors, donc, je viens de dire, les trous noirs semblent détruire de l'information, et encore, on peut regarder un autre système, un autre contexte physique où l'information semble aussi être détruite, et c'est encore une fois la thermodynamique. Si je prends une bibliothèque et je la bulle, l'information dans le livre devient irrécupérable, mais cette information, selon la physique telle qu'on a en soi, elle n'est pas perdue, elle est juste codifiée ou cachée dans les désordres moléculaires du gaz que j'ai généré dans la... donc, en d'autres termes, si je pouvais filmer le processus avec tout détail, d'accord, et voir exactement ce qu'elle fait, chacune des molécules, quand j'ai vu le livre, je pourrais passer les films à l'envers et récupérer l'information. L'information n'est pas perdue, elle est juste là, dans les mouvements de ces molécules, mais c'est devenu complètement irrécupérable. Ce n'est pas de l'information, c'est perd et c'est dégage en physique, en thermodynamique. Et de façon similaire, en gravitation quantique à boucle, on croit que la situation est complètement analogue. On a vu déjà que cette structure atomistique de l'espace-temps était liée à ces degrés de liberté fondamentaux qui donnaient lieu à ce terme de désordre dans la thermodynamique du trou noir. Donc c'est là où on s'attend à que l'information soit retenue. Donc, en d'autres termes, on crée un trou noir d'un point de vue de basse énergie où je ne suis pas sensible à la structure atomistique de l'espace. J'ai l'impression que l'information elle a disparu, mais l'espace vide, imaginez que je regarde l'espace avant, l'espace avant l'évaporation d'un trou noir et l'espace après l'évaporation d'un trou noir, il doit être différent, et c'est dans les détails de ces désordres atomistiques à niveau de l'échelle de Planck que l'information elle reste codifiée. Donc on croit que comme dans le cas standard de la physique de la thermodynamique, l'information n'est pas détruite en gravitation quantique. Et la dernière transparente, voilà, je voulais juste pour résumer, dire, on a vu comment la thermodynamique, cette physique très ancienne, physique du 19e siècle, nous a permis d'entrevoir les structures fondamentales de la mécanique quantique. Planck, il a formulé son hypothèse de quantification de la radiation à partir de la thermodynamique, de la matière. De façon similaire, les trous noirs nous permettent d'entrevoir cette structure fondamentale de l'espace-temps. La thermodynamique des trous noirs nous permet de comprendre qu'il doit y avoir une structure atomistique à niveau de l'échelle de Planck. Et ça, c'est à la base de la construction de la théorie quantique de la gravitation à boucle. Et on espère, dans un futur pas très lointain, d'avoir une théorie complète, plus fondamentale de la nature qui nous permet de comprendre la dynamique de ces degrés de liberté à l'échelle de Planck. Merci. Je suppose que... Oui, je suppose que vous avez des questions. Moi, j'en
j'en ai une là sur l'information, mais j'ai pas bien compris. L'information dans un trou noir, elle est irrémédiablement perdue ou elle est sous une forme qu'on ne récupérera jamais, ce qui revient à peu près au même. Peut-être pas. Voilà. Donc la question c'est si l'information elle est fondamentalement perdue ou pas. Voilà, c'est ça. Donc l'information elle est perdue parce qu'elle s'est dégradée, elle est perdue dans le même sens qu'elle est perdue si je bulle une bibliothèque. Oui. Par contre, il n'y a pas de mystère dans le contexte de la physique, on dit, bon voilà, l'information est devenue irrécupérable, elle est dégradée, mais elle n'est pas perdue. Donc, cela veut dire qu'il y a des lois dynamiques qui nous permettent, en principe, bien sûr, d'écrire ces processus en détail, c'est quasiment impossible, mais on croit qu'il y a des lois qui décrivent ça. Bon, voilà, et on croit qu'avec ces lois, on pourrait en principe décrire ces processus, et ces lois, elles sont toutes réversibles par rapport au temps. On peut, toute la physique fondamentale, elle est invariante sur l'inversion du temps. Donc ça veut dire, si c'est cette image que j'ai essayé de donner par un film, si je passe le film à l'envers, je devrais être capable de récupérer ce qui semble être. Donc les bouquins, on les récupérera un jour. Non, on aura une nouvelle physique peut-être, non? Non, parce qu'il y a un aspect pratique. Donc, il est vrai qu'il est impossible de récupérer certains. Il est impossible de façon pratique de récupérer de récupérer l'information parce qu'elle est maintenant codifiée dans des degrés de liberté qui sont accessibles, qui sont inaccessibles à notre échelle. Je ne peux pas mesurer avec toute certitude le mouvement de chaque molécule. Il faudrait que je sache avec toute certitude, avec toute précision, les degrés de liberté microscopique pour pouvoir lire cette information. Allez-y, faites pas d'effort. Je voudrais revenir à une question sur le départ, quand vous avez montré comment on sait qu'il y a un trou noir au cœur de chaque galaxie. Ouais. Qu'est-ce qui empêche le trou noir de continuer à absorber tout ce qui tourne autour? Ok, ça c'est une bonne question parce que ça me donne aussi des excuses pour dire quelque chose que je n'ai pas pu dire à cause du temps. Je voulais aller plus vite. Il doit y avoir un équilibre, à un moment, il y a quelque chose qui freine. Je vais vous répondre. Parce qu'un trou noir, imaginez, on tourne autour du Soleil à cause de son attraction gravitationnelle. Si on pouvait comprimer le Soleil pour en faire un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à une taille de l'ordre de 3 km, il deviendrait un trou noir. Nous, ici sur Terre, la Terre continuerait à tourner de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que, de loin, un trou noir exerce une influence qui est équivalente à une étoile de la même masse. Donc ça veut dire que si le Soleil devenait un trou noir, on continuerait à tourner autour et on ne serait jamais absorbé par ce trou noir. Pour être absorbé par le trou noir, il faut être suffisamment proche pour traverser cette frontière. Mais pourquoi on continue à tourner comme si rien n'était? Imaginez que ça c'est le Soleil, je viens avec des machines, je le comprime pour en faire un trou noir. Pourquoi je continue à tourner autour du Soleil comme si rien n'était? Parce que la force gravitationnelle du Soleil, elle arrive jusqu'à moi à la vitesse de la lumière. Même la gravitation aussi, elle se déplace le long du camp de lumière. Okay? Par exemple aussi, si j'élimine le Soleil maintenant, tout de suite, la Terre continuerait à tourner autour de ce qui est plus pendant 8 minutes. Parce qu'il met 8 minutes à la lumière à arriver jusqu'à nous. Et ici, regardez ce qui se passe. Si je me trouve ici, la force gravitationnelle que je sens, elle ne vient pas du trou noir. Là, elle arrive jusqu'à moi le long du camp lumière. Donc la force gravitationnelle qui m'attire vers le trou noir, c'est la force gravitationnelle qui est partie de l'objet avant qu'il soit dans le trou noir. Et si vous continuez à voir, pour tout observateur à l'extérieur, la force gravitationnelle, c'est juste la mémoire gravitationnelle de l'étoile qui n'est plus. Vous
comprenez? Donc, un trou noir, pour tout observateur à l'extérieur, l'influence gravitationnelle, elle parvient à cet observateur le long d'une trajectoire de lumière qui sort toujours de l'extérieur. Donc on est en sécurité quand on est loin du trou noir. Vous êtes rassuré. Ça va? Il est vrai que si on est suffisamment près d'un trou noir, alors on va bouger très vite, on va émettre de la radiation gravitationnelle et on va tomber davantage et éventuellement on va être absorbé, comme le cas du film que je vous ai montré. Donc c'est le trou noir, il continue pas, vous voyez, éternellement, chacun, il finit par se fondre, à cause, mais parce qu'il perd de l'énergie sous forme de radiation gravitationnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Xavier. C'est le papier qui nous a été donné à l'entrée. Ah, c'est moi ça, c'est pas monsieur, c'est moi. Mais vous pouvez poser des questions. Dedans, il est marqué que les trous noirs n'auraient pas de singularité centrale et qu'il n'y aurait pas une Big Bang. Ça, je trouve que ça fait beaucoup. Oui. En fait, cela veut dire que la singularité, c'est juste quand on dit que l'étoile et la densité d'un corps qui s'effondre gravitationnellement devient infinie, c'est juste une prédiction de la relativité générale. Mais la relativité générale ne peut plus être... On ne peut plus faire confiance à une théorie qui prédit l'infini. Et en fait, on a vu qu'il y a une structure plus fondamentale à l'échelle du plan. Donc quand l'étoile elle rapproche cette échelle plus fondamentale, les lois de la physique changent. Et il faut faire l'analyse avec la gravitation quantique. Et en gravitation quantique à boucle, on a des indices qui indiquent qu'il n'y aurait pas de singularité. En fait, il ne peut pas y avoir de singularité à cause de cette discrétitude de l'espace-temps. Donc il n'y a pas de singularité, il y a quelque chose qui ressemble à une singularité. C'est quand même un endroit d'une densité immense. D'un point de vue de la réalité générale, c'est comme s'il y avait une singularité, mais ce n'est plus singulier. Il n'y a pas d'infini, il y a une nouvelle physique là. Et la même chose pour le Big Bang. Donc le Big Bang existe quand même. Donc il y a une grande explosion de laquelle on est tous sortis. Il semblerait. Toutes les observations indiquent ça. Mais la relativité générale prédit un infini, une densité infinie, prédit que l'univers était réduit à un point. En gravitation quantique, on voit bien que cette prédiction est fausse. En fait, en gravitation quantique, on voit qu'il y a quelque chose de très dense, mais pas infiniment dense. Donc la singularité elle est remplacée par quelque chose de fini. Oui, juste une petite question. Je ne comprends pas pourquoi vous vous attachez autant à la gravitation à boucle, autant de Planck et à la distance de Planck. Alors qu'en raisonnant sur ce que vous critiquez dans la relativité générale, c'est-à-dire la densité infinie, vous pouvez prendre la densité de Planck. Là, elle signifie quelque chose. Le temps de Planck, c'est le temps mis par la lumière pour traverser une lumière de Planck. Et la longueur de Planck, c'est le rayon de Schwarzschild ou le rayon de Compton d'une masse de 10 ici. Donc la densité, si jamais la gravitation à boucle un jour se penchait sur cette densité qui n'est pas infinie, comme le stipule, eh bien, je suis sûr que vous allez faire des progrès. On va t'embaucher à Marseille. C'est une bonne idée, mais c'est exactement ce qu'on fait. Vous voulez pas l'embaucher à Marseille? J'allais au séminaire de Paris 7 avec Rovelli et tout le monde. Il n'a jamais voulu admettre cette position que je viens de dire. Et l'autre question? Non. N'ayez pas peur, oui, allez-y, parlez fort. Est-ce qu'il y a une expérience qui pourrait vérifier la gravité quantique? Parce que pour l'autre théorie, la théorie des cordes, oui. Bon, il n'y a pas d'expérience, on ne pourra jamais le démontrer. Et pour la gravité quantique, qu'est-ce qu'il en est? Une expérience pour prouver la gravitation quantique à boucle. Oui. Oui. Je pense qu'il faut bien réfléchir. Non, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Expérience des laboratoires, la réponse est non. Il n'y en a pas. Et dans l'univers, il est possible qu'il y ait de l'information dans l'univers qui puisse
être confirmée ou qui puisse nous guider aussi, parce que la théorie n'est pas une théorie complète. On n'a pas une théorie complète. Ni les corps sont une théorie complète. C'est une approche vers un problème qui est très très compliqué, dans lequel on fait des avancées. Et donc, moi, je crois personnellement que dans l'univers, il peut y avoir des choses observables qui ont à voir avec la mécanique, la gravitation quantique. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait des prédictions fiables. Mais on peut en parler, il y a des choses il y a des choses qu'on appelle phénoménologiques. Donc parfois, on ne comprend pas en tout détail certaines choses, et on peut construire un modèle phénoménologique qui produit certaines prédictions. Et dans ce contexte-là, il y en a des choses dans la cosmologie quantique, mais aussi dans les contextes de la problématique de la constante cosmologique ou l'énergie noire. Moi particulièrement, mon dernier papier c'est là-dessus. On a un modèle phénoménologique, ça veut dire qu'on ne peut pas démontrer des A à Z qu'on arrive à cette réponse. On dit on a certaines raisons de croire que certaines choses pourraient être comme ça. Et si c'était comme ça, on pourrait expliquer certaines observations. Dans le contexte de l'énergie noire, dans les papiers, propose une possible interprétation. Et on peut en discuter si vous voulez après. Non, mais c'est quelque chose que je peux vous expliquer. C'est pas quelque chose de très compliqué à expliquer. Et dans combien de temps vous pensez arriver à concrétiser la gravitation quantique en dizaines d'années ou vraiment? Est-ce que vous avez une idée ou vous ne savez pas? Non, je pense que moi je n'ai pas une idée de ça. Je pense que on est comme à l'époque de Planck. Planck, il a postulé que les photons étaient des particules, et on a mis du temps à comprendre la mécanique quantique. Je pense qu'on est à peu près dans cette époque-là. Il nous faut vraiment ce qu'on appelle en anglais un breakthrough, je ne sais pas comment on appelle ça, une nouvelle idée, quelque chose qui nous permette d'avancer davantage. Une étincelle. Une étincelle. Mais ça peut arriver à tout moment. Il suffit que quelqu'un dans cette s'y aussi à... Qui est-ce qui a cette idée-là? Sortez pas, restez là, restez à la fin. Donc il nous faut de nouvelles idées. La théorie n'est pas finie. La théorie, c'est une approche. Oui. Vous avez une question là, Jacques? Oui, juste pour marquer, je vais peut-être répondre en partie à la question, parce que là, les trous noirs quantiques, dans le théorie à boucle, disons qu'il y a une quinzaine d'années qu'on en parle quand même. Oui. Très facilement, c'est pas nous. Et donc la question, c'était quels sont les domaines actifs de recherche dans le domaine de la gravitation à boucle? Bon, moi je travaille beaucoup sur les trous noirs, c'est pour ça que j'ai parlé que de trous noirs aujourd'hui. C'est vrai que ça fait une quinzaine d'années qu'on y travaille. Ces calculs de l'entropie de trous noirs n'étaient pas du tout. Et on pourrait encore dire que ce n'est pas complètement fini. Donc c'est facile de montrer que dans la gravitation quantique à boucle, il y a ces degrés de liberté fondamentaux et qui donnent lieu à une entropie qui est proportionnelle à l'air. Ce qui n'est pas du tout évident de montrer, c'est que la constante de proportionnalité, c'est bien un quart. C'est un quart que vous voyez là. D'accord? Et c'est pour ça que les choses ont pris beaucoup de temps. Mais on n'est pas loin de comprendre ça en tout détail. Donc ça, c'est une chose où, moi personnellement, je travaille beaucoup dans le contexte du noir. C'est un des flancs de développement le plus important. Après, il y a des gens qui travaillent dans des modèles cosmologiques. Et ils essayent justement d'avoir des prédictions qui puissent être mesurées dans les fluctuations de la radiation du fond. Et après, il y a des gens qui travaillent vraiment dans les problèmes de cohérence mathématique de la théorie. Il y a certaines questions, par exemple, comment, à niveau de l'échelle de Planck, on comprend quelle est la structure des atomes de l'espace, mais ce n'est pas du tout clair comment on récupère la limite, ce qu'on appelle la limite continue. Comment on récupère à partir de cette théorie
fondamentale, la relativité générale. Et la raison pour laquelle ce problème est compliqué, c'est parce qu'on commence avec une infinité de libertés à niveau fondamental et qui sont discrets. Donc c'est similaire au problème des... Bon, c'est un problème difficile. Donc il y a des gens qui travaillent dans ces aspects complètement théoriques. Donc il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de problème, c'est la cohérence mathématique de la théorie. Il y a des problèmes techniques, il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait comme il faudrait, donc on cherche à trouver... Allez, une dernière question. Justement, vous avez montré un exemple de grain d'espace-temps, d'espace. On m'attendait plutôt à voir un modèle simplifié de grain d'espace-temps et non pas d'espace. Oui, donc l'espace-temps, je n'ai pas de slide, donc je vais vous montrer l'image. Mais c'est en fait, en mécanique quantique, l'espace d'état, il y a l'espace d'état et il y a la dynamique. La dynamique est donnée par des amplitudes de transition entre les états de la théorie. Les états de la théorie à boucle, quantique à boucle, ce sont ceux dont j'ai parlé. La dynamique est donnée par des amplitudes de transition entre ces états d'espace. Et ces amplitudes de transition, elles peuvent être représentées par des histoires. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la mécanique quantique, il y a la fondation de l'intégrale de Schumann. Donc on obtient ces amplitudes en termes de somme sur des histoires des états. Donc les histoires de ces états polymériques, elles définissent des mousses. On appelle ça des mousses de spin. Donc ce sont des choses que j'aurais pu vous montrer parce que j'ai des dessins, mais pas là. Mais c'est essentiellement, imaginez, des histoires où on part de quelque chose qui ressemble à un polymère, on évolue dans le temps et on génère des nouveaux vertex, des nouveaux atomes d'espace, on les élimine et ça définit une chose qui ressemble à une mousse. Et ça, les mousses de spin, ce sont des modèles de mousses de spin. Et c'est ça qui représente un espace-temps quantique. Waouh. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Je vais faire... je vous donne un rendez-vous le mois prochain, le 8 juin. On va parler du soleil, notre sujet. Et faites attention en allant chez le coiffeur avec vos cheveux quantiques et puis d'épargner les